Comment commencer ce message? Je ne sais pas vraiment, mais je vais essayer d'être concise. Je m'appelle Lazaris et je suis retenue captive par mes géniteurs. Là, en ce moment, je me trouve dans une prison cachée dans le Nouveau Monde, comme l'instigateur de tout ça le dit si bien. Pourquoi je suis enfermé? Parce que je suis la face sombre d'une même pièce. Mais vous le saurez bientôt, car je prépare mon évasion à l'aide d'une personne. Cette personne se fait appeler le dirigeant. Grâce à lui, je pourrai enfin sortir. Enfin, pour la deuxième fois. La première fois, c'était en 1996. Mais ça, c'est une autre histoire. Cette évasion sera spectaculaire. Et surtout, ce qui va en découler. Croyez-moi, quand je serai en liberté, ce sera l'enfer dans ce monde. Car oui, je suis le mal incarné. Quand j'aurai ensemencé cet enfer, vous apprendrez une révélation capitale. Mais vous le saurez au moment venu. À la prochaine. Je ne vous donnerai pas mon nom, car ça n'a pas d'importance. Je dirai juste que j'ai 64 ans et qu'on est actuellement le 18 décembre 1995. Je me trouve en ce moment même sur un lit d'hôpital à Vannes, dans le Morbihan. Pourquoi me diriez-vous? Parce que tout simplement je suis atteint d'un cancer en phase terminale. Je ne sais pas si quelqu'un va entendre ce message, mais si vous l'entendez, soit le monde sera plongé dans le chaos, ou soit le monde aura connu la révélation que l'humanité attendait. Oui, car je fais partie d'une poignée de personnes à travers le monde partageant un lourd secret. Je voudrais bien vous le révéler, mais je sais très bien que j'en ai plus pour longtemps. La douleur m'irradie l'abdomen à chaque respiration, malgré les antidouleurs et le masque de deux. Et puis, l'histoire serait beaucoup trop longue. Mais il y a quelque chose que vous devez savoir. C'est que ce secret est retranscrit sur un livre. Ce livre est quelque part sur la planète, mais vous ne saurez pas son emplacement exact. Maintenant, la douleur devient de plus en plus intenable. En ce moment, j'observe les chiffres de ma tension qui augmentent de plus en plus. Je sens à ce moment précis que mon cœur commence à s'emballer. Je sens également qu'il me reste quelques secondes à vivre. Avant de rendre mon dernier souffle et quitter ce monde, je voudrais dire à ma femme Juliette que je l'aime et ainsi qu'à mes enfants. Dans un dernier élan, j'appelle à l'une des infirmières. Puis je déchire un morceau de papier, d'un cahier de mots croisés et pris un stylo. Je griffonna des numéros tandis que la douleur devenait de plus en plus intense. Au moment où je finis d'écrire, l'infirmière arriva. Elle allait parler mais je l'interrompis. Je vais mourir, pouvez-vous appeler ce numéro s'il vous plaît? Et ne dites rien à personne sur ce numéro, je vous en prie. Et encore une chose, je ne veux pas d'acharnement thérapeutique. L'infirmière demanda qu'est-ce qu'elle allait dire au téléphone. Je lui répondis avant de m'évanouir. Le père d'adoption de l'enfant éprouvette est mort. La chaleur de l'après-midi poussait les ouvriers locaux à ralentir leur cadence de travail. Les blocs de pierre reflétaient la lumière et surtout la chaleur. À ce moment-là, je regrettais le temps humide et froid de Londres. Même en Italie, qui est mon pays natal, il n'y avait pas cette chaleur suffocante. Le Nil qui passait non loin de ces immenses structures ne réussissait même pas à nous rafraîchir. Les 4 ouvriers que j'avais préalablement recrutés au Caire ne semblaient pas souffrir de cette chaleur pour le moins intense. Les nuits fraîches d'Égypte me tardaient d'apparaître. Malgré mon accoutumance à la température de l'endroit, je transpirais peu. Mais j'oubliais vite cette sensation. Les ouvriers avaient fini de creuser des encoches dans les blocs de pierre pour y loger des explosifs. D'après les renseignements que j'avais glanés, il existerait une cavité cachée derrière ces blocs millénaires. Dans quelques instants, je serais fixé. On se mit à l'écart, tandis que l'un des ouvriers allumait la mèche de la dynamite. Quelques secondes plus tard, une violente détonation retentit. Des éclats de pierre volaient vers l'extérieur.
Une détonation en ces lieux ne s'est pas fait entendre depuis la bataille des Pyramides par l'armée napoléonienne, il y a presque 20 ans de cela. Une forte odeur de poudre me prit à la gorge. Un épais nuage de poussière se mêla à ce dernier, mais se dissipa instantanément. Maintenant, c'est le moment de vérité, déclarai-je aux autres. Je passa la tête au-dessus du bloc où je m'étais réfugié. Une petite ouverture presque encombrée de gravats était visible. De toute évidence, cet édifice contenait bien une cavité. Avant de pénétrer dans celle-ci, mes compagnons et moi embrasèrent nos torches. Une odeur putride en sortait. Je pris mon courage à deux mains et me frayai un chemin parmi les gravats pour entrer dans le boyau. De premier abord, le conduit s'enfonçait vers le bas. Au bout de 10 pôles, le boyau se divisait en 2 conduits distincts, l'un partant vers le haut et l'autre vers le bas. Je me retourna et propose à mes 4 ouvriers m'accompagnant de prendre le conduit partant vers le haut. L'escalade fut difficile pour emprunter ce couloir, mais la montée fut plus compliquée par le manque d'air et pour le peu étant viciée. Enfin, nous nous retrouvons dans une petite salle qui, par mon grand étonnement, était assez haut de plafond. Dans celle-ci, il n'y avait rien, pas le moindre objet, mis à part un bloc de granit noir posé au milieu de la pièce. La particularité de ce bloc rectangulaire était qu'il était parfaitement creux. Ce bloc de pierre ressemblait étrangement à un cercueil. Je me pencha, mais aucune dépouille ne s'y trouvait. Aucun corps, mais il y avait une chose qui piqua ma curiosité. Un chemin à moitié dégradé était dedans. Au moment de le prendre, des bruits se firent entendre dans le conduit. Ça ne pouvait pas être mes ouvriers, car à ce moment-là, ils étaient tous avec moi. De toute évidence, quelqu'un d'étranger à notre groupe nous suivait. L'inquiétude de mes compagnons grandissait au fur et à mesure que les pas se rapprochaient de plus en plus. Une lueur lumineuse s'illumina dans le conduit. Un homme barbu à la peau blanche et brandissant une torche entra dans la salle. Il regarda mon groupe et moi-même avec mépris. « Qu'est-ce que vous faites ici ?» Je lui répondis par une autre question. « Et vous, qui êtes-vous » L'homme me regarda intensément. Son expression faciale changea. Il se mit à sourire. « Je m'appelle Azirion. » À ce moment-là, ses yeux se dirigèrent vers ma main qui tenait le parchemin que j'avais pris précédemment. « Que comptez-vous faire avec ce papyrus ?» Ce nom m'évoquait rien. Puis je compris qu'il parlait du vieux parchemin que j'avais en ma possession. « Je compte le donner au service des antiquités français du Caire, » répondis-je. En France, il y a un jeune grenoblois qui, en ce moment, tente de déchiffrer ces étranges symboles. L'homme, encore souriant, ajouta. « Ce n'est pas la peine de vous donner autant de mal, car vous allez remettre ce papyrus là où vous l'avez pris. » Je fus surpris par sa déclaration, et je lui demanda pourquoi. « Vous avez un lourd secret de plusieurs millénaires dans votre main, et je pense que le commun des mortels ne puisse entendre une infime partie de ce secret. Enfin, pour l'instant. » Il prit une pause en me fixant intensément. « Mais peut-être qu'un jour, le monde saura ce secret. Maintenant, reposez ce reliquat et partez. » Je le défiai en fixant à mon tour dans les yeux. « Non, le monde doit avoir un regard neuf sur l'histoire de ce pays et je suis ici pour faire partager mes découvertes. » L'homme, du nom d'Azirion, hocha la tête en soupirant. Puis d'un geste brusque, se redressa et pointa son index en direction de mes compagnons. La scène qui suivit était cauchemardesque. Les ouvriers prirent feu instantanément. Comment cela pouvait être possible? J'étais tétanisé. Les hurlements des ouvriers enflammés me glacèrent le sang. Mon regard se dirigea vers cet homme qui avait vraisemblablement incendié ces pauvres malheureux. Il s'était rapproché près de moi sans que je m'en aperçoive. « Maintenant, laissez ce papyrus et partez. Ceci est mon dernier avertissement. » Brusquement, j'empoigna mon pistolet à silex qui était dans mon dos. Je pointa mon arme sur la tête de l'homme. « Non !» répondis-je.